Bonjour à tous, bienvenue dans Slow Longevity, le podcast qui décrypte le bien-être moderne avec exigence et authenticité. Ici, on ne cherche pas la performance permanente ni la solution miracle. On observe, on analyse, on comprend. Je vais commencer par vous décrire une petite scène. C'est vendredi soir, tu arrives dans une soirée et dans la pièce, tout le monde a un verre à la main. Vin blanc, bière, rosé, peu importe. Et là, quelqu'un te tend un verre. Ce à quoi tu réponds: non, non merci, je bois pas. Le silence qui suit, les regards, parfois c'est une blague. «Ah mais t'es enceinte?» Parfois c'est une vraie question, hein. «Mais pourquoi, t'as un problème?» Et parfois c'est juste, un malaise. Comme si tu venais de violer une règle sociale non écrite. Ce truc-là, ce moment précis, c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Dans la rubrique Explorer, vous le savez, je ne reste pas derrière mon micro à vous lire des études. Je me confronte au réel, j'expérimente, j'observe, je ressens. Et aujourd'hui, le terrain, c'est celui de l'alcool. Et je vais commencer par poser ma propre carte sur la table. Je ne bois pas, ou presque pas. Et ça fait très longtemps. Pas pour des raisons médicales, pas parce que j'ai un passé de dépendance dont je me remets, mais simplement parce que je n'en comprends plus le principe. L'idée de m'empoisonner volontairement pour m'amuser, bah, ça ne me parle pas du tout. Et pendant longtemps, j'ai gardé ça pour moi. Parce que le dire à voix haute, c'est s'exposer à exactement ce moment que je viens de vous décrire. Alors aujourd'hui, on y va. On parle de pourquoi on boit, on parle de la gueule de bois comme contrat social, et on se demande si la sobriété est vraiment une déviance ou si c'est la norme qu'on devrait questionner. Commençons par la base. Parce que quand on parle d'alcool en France, on parle d'un truc qui n'est pas un détail culturel. C'est une véritable institution. La France est le quatrième pays consommateur d'alcool au monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Vous le savez, j'aime beaucoup citer l'OMS. On consomme en moyenne 11,4 litres d'alcool pur par habitant et par an. Pour donner une image, c'est comme si chaque adulte français buvait environ 160 bouteilles de vin par an. Bien sûr, c'est une moyenne, mais elle en dit long. Et surtout, ce qu'on ne regarde pas assez, c'est que l'alcool est la deuxième cause de mortalité évitable en France, après le tabac. 41 000 morts par an lui sont directement imputables selon Santé publique France. Comme d'habitude, je vous mets les liens vers les études en description. Pas des gens qui ont bu toute leur vie en sachant qu'ils mourraient. Des gens qui buvaient normalement. Des gens qui buvaient comme tout le monde. Et là, c'est intéressant parce qu'on touche à quelque chose de fondamental. Qu'est-ce que boire normalement en France? Selon l'enquête nationale Escapade, et c'est pas une blague, ça s'appelle vraiment comme ça, menée régulièrement par l'OFDT, Observatoire français des drogues et des toxicomanies, plus de 85% des adultes français déclarent avoir consommé de l'alcool au cours de l'année. Et parmi eux, 24% sont des buveurs à risque, selon la définition de l'OMS, c'est-à-dire qui dépassent régulièrement les seuils recommandés. Ces seuils, d'ailleurs, je vais les rappeler parce qu'ils sont souvent méconnus. L'OMS et Santé publique France recommandent de ne pas dépasser 2 verres standards, je parle la plupart du temps de vin, par jour, pas tous les jours, et jamais plus de 4 en une seule occasion, sous-entendu en une seule prise. Et il précise que le risque zéro n'existe pas. Il n'y a pas de dose d'alcool qui soit sans effet sur le corps. Cette phrase, je l'ai relue plusieurs fois, la première fois que je l'ai vue, parce que culturellement, elle casse quelque chose de fort. Le verre de vin rouge bon pour le cœur, c'est un mythe. Les études qui le soutenaient, notamment celles sur les polyphénols du vin, ont été largement remises en cause ces 10 dernières années. Une méta-analyse publiée dans le Lancet en 2018, portant sur 694 études et 28 millions de personnes, est sans appel. Le niveau de consommation d'alcool qui minimise les risques pour la santé, c'est zéro. Zéro. Pas un peu. Zéro. Et ça me renvoie à quelque chose de très concret que j'ai vécu. Parce que pendant des années, j'ai exercé comme diététicienne, je vous l'ai dit dans mon premier épisode. Et régulièrement, des patients me demandaient d'inclure l'alcool dans leur programme de rééquilibrage alimentaire. Comme si c'était une case à cocher, un poste de dépense calorique à négocier, au même titre que le fromage du dimanche ou le carré de chocolat du soir. Et moi, ben, j'ai toujours refusé. Non pas par rigidité, mais parce que dans notre formation, on apprend à intégrer l'alcool dans les calculs nutritionnels dans un seul
et unique cas de figure, l'alcoolisme avéré. C'est-à-dire quand il n'y a pas d'autre choix, que le retrait brutal serait plus dangereux que la consommation en elle-même. Hors de ce contexte, l'inclure dans un programme de rééquilibrage, c'est envoyer un message implicite très fort. Vous en avez besoin. Et ça méritait d'être posé clairement avec mes patients. Parfois, de façon assez directe, je l'avoue. Parce que derrière la demande, il y avait souvent deux peurs distinctes. La première, suis-je incapable de m'en passer, donc addict? La deuxième, vais-je me désociabiliser si je ne bois plus? Ces deux questions sont très différentes et très révélatrices. J'ai toujours tout fait pour éviter que le rééquilibrage alimentaire isole mes patients socialement. Je croyais et je crois toujours qu'on ne tient pas sur la durée si on retire tout en même temps. Je parle ici surtout pour les épicuriens. Alors on choisissait les combats ensemble. On gardait le repas de famille, le dessert du dimanche, le café sucré du matin. Mais sur l'alcool, j'étais intransigeante. Pas pour culpabiliser, plutôt pour faire prendre conscience de quelque chose de simple. Si un produit ouvertement toxique est devenu si difficile à mettre de côté, même temporairement, même dans un contexte où on cherche à prendre soin de soi, ça vaut la peine de s'arrêter sur le sujet quand même. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si on buvait uniquement parce que c'est bon, le sirop de pêche et le jus de grenade frais auraient la même place dans nos soirées. Et c'est pas du tout le cas. La raison pour laquelle on boit, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je veux en parler sans juger, vraiment. Parce que comprendre, c'est la première étape. La raison numéro un de pourquoi on boit, c'est parce que le cerveau adore la dopamine. L'alcool agit directement sur le système de récompense du cerveau. Il stimule la libération de dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la motivation. Quand vous prenez votre premier verre d'alcool et que vous sentez cette détente monter, ben c'est ça. C'est chimique, c'est réel, c'est même très puissant. Mais voilà ce que les neurosciences nous disent aussi. À force de répétition, le cerveau s'adapte. Il produit moins de dopamine naturellement parce qu'il compte sur l'alcool pour compléter. Ce phénomène s'appelle la tolérance neuroadaptative et c'est le mécanisme de base de toute dépendance. C'est pas une faiblesse de caractère, c'est de la biologie. La raison numéro 2 de pourquoi on boit d'alcool, c'est parce que ça calme l'anxiété, du moins en surface. Une étude de l'université de Bristol, publiée en 2019 dans le Journal of Psychopharmacology, a montré que l'alcool inhibe temporairement l'amygdale. L'amygdale, c'est la zone du cerveau responsable de la peur et de l'anxiété. C'est pour ça qu'on est plus à l'aise en soirée avec un verre. C'est pour ça qu'on se lâche plus, qu'on ose dire ce qu'on pense, mais qu'on n'aurait jamais dit en étant sobre. L'alcool fait taire la petite voix anxieuse. Sauf que, sauf que, cet effet, il est temporaire. Et son revers est assez cruel. La consommation régulière d'alcool augmente en réalité l'anxiété de base. Le cerveau, privé de son inhibiteur chimique, devient plus réactif au stress. C'est le paradoxe de l'automédication. On boit pour calmer ce que boire a aggravé. La raison numéro 3 de pourquoi on boit, c'est parce qu'on a appris à boire. Et ça, c'est peut-être la raison la plus puissante et la moins consciente. Une étude publiée dans Addiction en 2020 a suivi 4000 jeunes britanniques et a montré que le comportement de consommation d'alcool des parents est le prédicateur le plus fort de la consommation des enfants à l'adolescence. Plus fort que la pression des pères, plus fort que la publicité. On apprend à boire comme on apprend à manger avec des couverts. C'est un comportement socialisé. Un verre, ça fait pas de mal. Vas-y, c'est l'apéro, c'est convivial, c'est pour fêter. Ces phrases qu'on entend depuis l'enfance fabriquent une carte mentale où l'alcool est synonyme de fête, de lien social et de détente méritée. Enfin, la raison numéro 4, c'est la gestion émotionnelle. Je me rappelle d'une formulation que j'ai lue récemment, je vous en parlerai plus tard, qui m'a vraiment touchée. L'idée que certains boivent pour s'anesthésier. Non pas parce qu'ils sont en crise, mais parce qu'ils ressentent tout très fort, trop fort. Et que l'alcool met une couche de watts entre eux et leurs émotions. C'est probablement la catégorie la plus silencieuse, la plus invisible. Pas les fêtards, pas les alcooliques au sens clinique, mais les gens qui, à la fin d'une journée difficile, ont besoin d'un verre pour descendre, pour passer de l'hypervigilance
à quelque chose de plus doux. Et là, en tant que quelqu'un qui ne boit pas, je me suis posé la question: «Qu'est-ce que je fais à la place? Comment je descends moi?» Et j'ai réalisé que j'ai développé d'autres outils, le sport, certaines façons de cuisiner lentement, la musique, la lecture, mais que ces outils, personne ne me les a appris. Je les ai trouvés à tâtons. Et je dois l'avouer aussi, car vous savez que je compte sur l'honnêteté de tous et surtout la mienne, j'ai paradoxalement travaillé dans des boîtes de nuit pour vivre pendant mes études. Et la vision de ce flot de gens alcoolisés et vulnérables, je parle surtout des femmes, m'a un peu vaccinée quant au fait que l'alcool puisse avoir quoi que ce soit de cool ou d'apaisant. Alors sur ce point-là, peut-être que si on apprenait plus tôt aux gens à gérer leurs émotions autrement, certains auraient moins besoin de cette béquille chimique. Maintenant, je veux parler d'un truc qu'on ne nomme jamais vraiment. La gueule de bois comme rite de passage, comme preuve de loyauté. Avez-vous déjà remarqué comme raconter sa gueule de bois du week-end est un acte social parfaitement acceptable, voire valorisé? J'ai tellement bu hier, je suis une loque. Ça fait rire, ça crée du lien. C'est presque un badge d'honneur. Il y a une étude fascinante là-dessus, publiée dans Alcohol and Alcoholism en 2017 par des chercheurs néerlandais. Ils ont analysé les fonctions sociales de la gueule de bois dans des groupes de jeunes adultes. Leur conclusion, la gueule de bois fonctionne comme un marqueur d'appartenance. Partager sa souffrance du lendemain, c'est prouver qu'on était là, qu'on s'est investi dans la fête, qu'on a joué le jeu. C'est une forme de récit partagé en fait. Et à l'inverse, ne pas avoir de gueule de bois, parce qu'on n'a pas bu, crée une forme d'exclusion symbolique. Vous n'avez pas de souvenirs brumeux à comparer, vous n'avez pas souffert ensemble, vous n'étiez pas vraiment là. C'est absolument dingue quand on y pense. On a construit un système où souffrir ensemble est une preuve d'amour. Et ça va plus loin. Il y a ce concept que les sociologues appellent la drinking culture, ou la culture du boire, qui est particulièrement ancrée dans les pays d'Europe du Nord et en France. Une étude comparative européenne menée par l'ESPAD, donc le European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, en 2019, auprès d'adolescents de 35 pays différents, a montré que les jeunes Français sont parmi ceux qui associent le plus fortement alcool et bonne soirée. 62% des lycéens français déclarent avoir bu lors de leur dernière soirée, contre 38% en moyenne en Europe. On socialise autour de l'alcool. On fait des affaires autour de l'alcool. On célèbre avec de l'alcool. On se console avec de l'alcool. On fête les bébés qui arrivent avec de l'alcool. Et on dit au revoir aux morts avec de l'alcool. Et quand tu arrives dans cet écosystème sans verre à la main, tu déranges quelque chose. Pas parce que tu juges les autres, tu ne dis rien, tu as juste de l'eau, mais parce que ton choix devient malgré toi un miroir. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vu dans les yeux des gens quand je commande de l'eau. Même pas gazeuse en plus parce que j'aime pas ça. Vous imaginez pas le nombre de fois où en boîte de nuit on m'a demandé ce que j'avais pris. Petit décryptage, je danse, je ris, j'ai une bouteille d'eau à 5 € à la main. Alors si je ne bois pas, dans la tête des gens, c'est qu'à minima, je me drogue. Quand je commande de l'eau ou un jus, il y a une fraction de seconde où l'autre se demande: «Mais pourquoi elle boit pas?» Et cette question, souvent, les ramène à eux-mêmes. Pourquoi moi je bois? Par goût, par obligation? Cette question-là est inconfortable, même très inconfortable. Pour rester sur mon terrain personnel, je vais vous parler de mon rapport à l'alcool. Pas comme d'une confession, mais parce que c'est une rubrique explorée et que le terrain, cette semaine, c'est aussi ma propre expérience. Je ne suis pas une ancienne grande buveuse qui a décidé de changer. Je n'ai pas eu de déclic dramatique, pas d'accident, pas de lendemain de cuite qui a tout changé. Mon arrêt, ou plutôt mon absence, est plus prosaïque que ça. À un moment, j'ai réalisé que je buvais par conformité, pas par désir. Que je prenais un verre parce que tout le monde en avait un. Parce que ça semblait bizarre de ne pas en avoir. Parce que le rituel était là et que je m'y glissais sans vraiment le choisir. Et ça a commencé doucement. Au départ, j'ai fait des choix. J'ai très vite compris que je détestais la bière, par exemple. Alors que c'est quelque chose qui est particulièrement apprécié chez les jeunes parce que peu cher, qu'on peut en boire beaucoup avant de vraiment être saoul
et que du coup, ben, on va dire qu'elle remplit la main de beaucoup de jeunes. Et puis après, j'ai commencé à vraiment goûter ce qu'il y avait dans mon verre et j'ai tout simplement pas aimé. Je trouve que l'alcool a un goût âcre, brûlant, qui est jamais franchement plaisant à lui seul. Ce qu'on aime dans un verre de vin, c'est souvent les arômes, la texture, l'expérience sensorielle, l'histoire même parfois derrière un producteur, peu importe, derrière une bouteille. Mais l'éthanol en tant que tel, c'est amer, c'est agressif. Et je me suis demandé, pourquoi est-ce que je ferais l'effort d'apprécier quelque chose qui fondamentalement me brûle la bouche pour accéder à un état modifié dont j'ai pas vraiment besoin? Cette phrase «s'empoisonner pour s'amuser», je sais qu'elle peut sembler brutale, je la dis pas pour pointer du doigt ceux qui boivent. Je la dis parce que c'est littéralement ce qu'est l'alcool. De l'éthanol, une molécule toxique pour le foie, le cerveau, le système cardiovasculaire. Et ça, c'est encore une fois la réalité biochimique, pas un jugement moral. Ce que je ressens en revanche, en ne buvant pas, c'est une grande liberté. Pas la liberté de me sentir supérieure, et je vous vois venir, surtout pas. Mais la liberté d'être moi-même à 100% dans chaque soirée, de me souvenir de tout, de me lever le lendemain avec l'énergie que j'avais la veille, de ne jamais avoir à reconstruire les fragments d'une soirée. Ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, ce que j'ai ressenti, bah, tout est intact dans mon esprit. Et parfois, je me dis que ça, c'est le vrai luxe. Mais parce qu'il ne s'agit pas que de moi, je veux vous parler d'une femme qui a mis des mots sur quelque chose que beaucoup n'osent pas dire. Alors ne voyez absolument aucune coïncidence quant au fait que nous avons les mêmes initiales et quasiment le même accent. Elle s'appelle Laurie Planès, elle est journaliste et elle tient une newsletter qui s'appelle La Marge sur la plateforme Kessel. Il y a 2 ans maintenant, elle a écrit un texte sur sa première année sans boire d'alcool. Et ce texte m'a beaucoup touchée. Je vais vous partager le lien dans les notes de l'épisode parce que ça vaut vraiment la lecture complète. Et je vais vous parler de quelques passages qui m'ont particulièrement frappée. Ce que j'aime dans la façon dont elle écrit, c'est qu'elle ne fait pas dans le développement personnel radieux. Elle ne dit pas que tout est plus beau depuis qu'elle a arrêté. Elle dit c'est compliqué, c'est long, c'est inconfortable. Elle parle de ce qu'on appelle la petite voix, qu'elle a fini par prénommer Jeanne d'ailleurs. Celle qui, même après 1 an de sobriété, vient parfois souffler à son oreille que bah, ça serait pas grave, juste un verre. Elle décrit ça comme un dialogue permanent, pas une victoire définitive. Et cette honnêteté-là est précieuse parce qu'elle déconstruit l'idée qu'arrêter de boire est soit simple, soit héroïque. C'est juste un choix quotidien en fait. Elle parle aussi de quelque chose qui m'a vraiment interpellée, le fait de retrouver une âme d'enfant. L'idée que sans alcool, on redevient quelqu'un qui ressent les choses pour la première fois sans filtre, que les sens se ravivent, qu'on trouve à nouveau les choses simples un peu plus belles. Et elle décrit un moment qui m'a beaucoup fait sourire. Lors d'une soirée d'anniversaire, elle a pris par erreur un verre de prosecco à la place du sien. Et elle dit que ça lui a brûlé la bouche comme de l'alcool à 90 degrés. Ses papilles avaient retrouvé leur sensibilité d'avant. Ce qu'elle avait appris à trouver normal, voire agréable, était redevenu objectivement trop agressif pour sa bouche. Et ça remet quelque chose en place. On apprend à aimer l'alcool. C'est pas un goût naturel, c'est une tolérance construite, de pied en cap. Enfin, il y a une phrase d'elle que je garde bien précieusement dans ma tête. Elle dit qu'en choisissant de ne pas boire, elle est devenue le miroir de ce que certains ne veulent pas accepter chez eux et que sa présence sobre dans une pièce crée quelque chose chez les autres, un inconfort, une question. Et elle a choisi de ne pas ou de ne plus s'en excuser. Je mets le lien vers sa newsletter dans les notes. Lisez-la. Maintenant, et parce que je pense que c'est indispensable, je veux faire un passage par la biologie. Parce que je crois qu'on ne comprend vraiment les enjeux qu'en comprenant ce qui se passe dans le corps quand on boit de l'alcool. Quand vous buvez un verre de vin, l'alcool, donc l'éthanol, est absorbé très rapidement par le sang. En 30 à 60 minutes, il atteint sa concentration maximale dans le sang. Le foie commence immédiatement à le métaboliser, le consommer en gros, mais il ne peut traiter qu'environ un verre standard par heure. Ce qu'il ne peut pas traiter en direct, ben, il le laisse circuler. Le foie transforme l'éthanol en acétaldéhyde, un terme un peu savant pour nommer la molécule hautement
toxique classé cancérogène du groupe 1 par le Centre international de recherche sur le cancer. C'est l'acétaldéhyde qui provoque les nausées, les maux de tête, la gueule de bois. C'est lui qui endommage les cellules hépatiques sur le long terme. Mais ce n'est pas seulement le foie qui est touché. L'alcool est un toxique systémique. Il irrite la muqueuse gastrique et augmente le risque de cancer de l'estomac. Il est directement lié à 6 types de cancers: bouche, gorge, œsophage, foie, sein, côlon. Il perturbe les cycles de sommeil en réduisant le sommeil paradoxal. Vous endormez plus vite, mais dormez moins bien. Il déshydrate les cellules cérébrales, ce qui explique les maux de tête du lendemain. Il dérègle l'axe hormonal affectant le cortisol et les hormones sexuelles. Une étude publiée dans The Lancet Oncology en 2021 a estimé qu'environ 741 000 nouveaux cas de cancer dans le monde sont directement attribuables à la consommation d'alcool. C'est 4,1% de tous les nouveaux cancers chaque année. Et parmi ces cas, 45% concernent des personnes qui buvaient modérément, sous-entendu moins de 1,5 verre par jour. La gueule de bois, d'un point de vue purement physiologique, c'est votre corps qui fait le ménage. C'est de l'inflammation systémique. C'est votre foie qui tente de neutraliser ce que vous lui avez infligé. C'est votre cerveau qui se réhydrate. Et on en a fait un rite social. Alors je ne dis pas ça pour vous faire peur. Je dis ça parce que quand on met les mots exacts sur les choses, on reprend du pouvoir. L'alcool n'est pas le mal absolu. C'est une molécule psychoactive avec des effets réels, documentés sur le corps, comme la caféine, comme le sucre raffiné. La différence, c'est qu'on a construit une culture qui l'a rendu invisible comme risque et omniprésent comme norme. Vous l'attendiez tous, voilà enfin arrivé le moment de la bonne nouvelle. Quelque chose est en train de bouger. Depuis quelques années, un mouvement émerge, surtout chez les 25-40 ans. C'est le sober curious, sous-entendu la curiosité autour de la sobriété. Ce n'est pas de la sobriété forcée, ni les alcooliques anonymes, c'est une démarche de questionnement. Est-ce que je bois parce que j'en ai envie ou parce que c'est ce qu'on fait, c'est ce qui se fait? En France, le Dry January, le mois de janvier sans alcool, a été suivi par plus de 2 millions de personnes en 2024, selon les chiffres de l'association Addiction France. Et les études sur les participants montrent des bénéfices mesurables en seulement 31 jours. Meilleur sommeil chez 71% des participants, perte de poids chez 58%, meilleure performance cognitive et surtout un regard différent sur leur propre rapport à l'alcool. Le marché des boissons sans alcool explose. En France, les ventes de bières sans alcool ont augmenté de 40% entre 2020 et 2023. Les mocktails, donc autrement dit les cocktails sans alcool, font leur apparition même dans les cartes des restaurants gastronomiques. Les marques de vins désalcoolisés se multiplient. C'est pas une mode, c'est une évolution culturelle lente, réelle et je crois nécessaire. L'idée qu'on peut bien vivre, faire la fête, être ensemble, sans alcool, progresse timidement, mais elle progresse. Et Laurie Planès le dit dans son texte avec une phrase que je trouve belle dans sa combativité. Elle dit qu'aujourd'hui, elle est en minorité, mais qu'elle fera partie de la masse de demain. Et tu sais quoi, Laurie? J'en suis. Alors, qu'est-ce qu'on retire de tout ça? Après avoir lu, observé, écouté, et surtout après avoir vécu moi-même dans cette position de celle qui ne boit pas depuis longtemps. Voilà ce que je comprends mieux. On boit rarement par pur plaisir. On boit pour appartenir, pour se calmer, pour se taire, pour ressembler à l'idée qu'on a d'une bonne soirée, d'un adulte détendu, d'un ami sympa. On boit parce qu'on n'a pas appris d'autres façons de faire. La gueule de bois n'est pas une obligation sociale. C'est un choix qu'on a collectivement normalisé. Et comme tout choix normalisé, il doit être questionné sans que ça soit un jugement sur ceux qui le font. Ne pas boire n'est pas une vertu, c'est de la préférence. Comme ne pas manger de viande ou ne pas regarder la télé. C'est pas mieux, c'est différent. Et ça mérite d'exister sans avoir à se justifier. Ce qui me manque le plus dans notre rapport collectif à l'alcool, c'est la liberté de choisir sans devoir expliquer. La liberté de dire non merci à un verre sans que ça devienne un sujet. La liberté de sortir le vendredi soir avec un verre de kombucha dans la main
Alors oui, ça c'est peut-être une mode, mais ça aide la cause. Alors on valide. Sans sentir qu'on doit s'excuser d'exister autrement. Et je pense que cette liberté-là, elle commence dans les conversations qu'on a, comme celle-ci. Alors si vous vous êtes reconnu dans quelque chose aujourd'hui, si vous vous êtes demandé pourquoi vous buvez, si vous avez eu envie de tester un mois sans, ou même une soirée sans, faites-le. Pas pour être vertueux, juste pour savoir. Parce qu'on apprend énormément sur soi dans ce qu'on enlève. Merci d'avoir exploré avec moi aujourd'hui. Je mets tous les liens et références, comme d'habitude, en description. Vous écoutiez Laura pour Slow Longevity. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. On se retrouve très bientôt pour continuer à explorer les coulisses du bien-être moderne.